Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, la bande dessinée nous raconte l'histoire du monde. C'est à Angoulême qu'un musée lui est dédié. Visite. Le joaillier Karl Maslow travaille dans son atelier les pierres et les matières brutes. Un univers onirique qui nous fait découvrir. Hommage aux décennies passées et à l'univers de la pop culture avec le défilé de la maison Egon Lab dans En Mode. Loin des classiques valises en plastique, Franck Tressens fait perdurer le savoir-faire centenaire de Maltier dans le geste. Juste avant de retrouver le créateur de bijoux Karl Maslow, tout de suite point de vue. Quand un réverbère se voit remplacé par une sculpture, c'est tout Venise qui crie au scandale. En effet, en 2013, c'est l'œuvre de Charles Ray qui va s'attirer les foudres des habitants de la ville italienne. Haut de 2,40 m, le garçon à la grenouille est placé à l'entrée du Grand Canal face à la basilique Saint-Marc. Cette initiative du musée vénitien La Pointe de la Douane n'est pas du goût des plus traditionnels, préférant au jeune garçon et sa grenouille l'ancien lampadaire qui reprendra sa place d'origine. Les éditions de La Martinière régalent les fanas de mode avec leur collection d'ouvrages autour des catwalks des grands noms de la mode. La maison Chloé n'y coupe pas avec un super livre à la couverture sable qui revient sur les défilés de la marque depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui. On y détaille dans la préface et les textes accompagnant les superbes clichés, les grandes aires créatives de Chloé ainsi que les créateurs qui ont fait sa renommée. Un bel aperçu d'une griffe avant-gardiste et créative. Savez-vous d'où viennent ces faïences kitschissimes que l'on peut croiser chez les grands-parents ou en brocante? Eh bien, l'histoire commence en Bretagne avec Michel Cogan, qui reprend la charcuterie familiale avant de connaître un essor industriel majeur dans les années 60. Il a une idée de génie, commercialiser plus d'une centaine de modèles de terrines zoomorphes, les rendant collectables et donc indispensables. Des oiseaux aux tourteaux en passant par le dodo, vous savez désormais d'où ils viennent. La capitale de la bande dessinée, c'est Angoulême, découverte aujourd'hui d'un musée dédié à cet art. Ce musée a été le premier musée créé pour être un musée de la bande dessinée. Ça n'existait pas avant. Avant, c'était des musées de la caricature ou du dessin de presse qui devenaient des cartoons, comme on dit, qui devenaient petit à petit des musées qui intégraient la bande dessinée à leur collection. Ce musée-là a d'emblée été destiné à se consacrer à la bande dessinée et par évolution, avec le temps, aux choses aussi, aux domaines artistiques qu'elle nourrit. Première collection en Europe et deuxième mondiale, le musée de la bande dessinée d'Angoulême abrite plus de 18 000 œuvres. Il fait partie d'un grand ensemble appelé la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, qui comprend le musée, un cinéma, une maison des auteurs et plusieurs bibliothèques. Un projet d'envergure aménagé sous ses anciens chais en 2009 qui met en avant l'histoire d'Angoulême et de la bande dessinée. Et tout ça parce qu'il y a eu à un moment une poignée de personnes qui trouvaient qu'il fallait un emplacement pour fêter la bande dessinée et pour donner des prix à la bande dessinée, comme on donne des prix aux grandes œuvres littéraires ou aux grandes œuvres de peinture ou de sculpture. Et depuis 1974, cette ville, connue pour sa fabrique de papier, devint la capitale de la bande dessinée. La collection du musée a commencé avec des dons d'auteurs ici et là, des choses un peu récupérées à partir de 1974. Et puis, petit à petit, il y a eu la conscience qu'il y avait un vrai patrimoine de la bande dessinée à former, qu'il y avait une collection donc, qui devait exister, collection d'imprimés, c'est-à-dire d'albums et de périodiques qui était alimenté pendant très longtemps par le second exemplaire du dépôt légal de la Bibliothèque nationale et puis qui ensuite s'est augmenté grâce à des acquisitions et surtout des dons de collectionneurs. Au sein du parcours permanent, plus de 400 œuvres sont exposées, estampes, bandes dessinées, pages découpées, périodiques. Mais certaines, les plus anciennes et les plus fragiles, nécessitent une rotation régulière tous les 3 mois. Parce que le papier
Comme le textile, comme la photographie, comme l'encre. Vous savez, l'encre pâlit à la lumière avec le temps. C'est pareil pour les œuvres papier ou les photos. Les photos pâlissent, les œuvres papier jaunissent et les couleurs pâlissent. Donc pour préserver le plus longtemps possible ces œuvres, il nous faut, si on les expose un mois, les mettre dans les tiroirs de la réserve du musée pendant 1 an. Donc on dit en général 3 mois, 3 ans. 3 ans dans le noir pour assurer une bonne conservation, comme pour ces œuvres de Winsor McCay, qui ne devraient pas tarder à retourner dans leur tiroir. Et vous voyez que c'est une pleine page couleur qui est déjà assez jaunie, avec des couleurs qui restent quand même assez fraîches. C'est une page rare parce que les pleines pages comme ça étaient vendues dans des journaux qui coûtaient cher. Winsor McCay fait un petit peu avant une série qui s'appelle Hungry Henrietta. Et vous voyez, la couleur est beaucoup plus passée, le papier est beaucoup plus jauni, les encres sont plus pâles. Elle a dû être beaucoup éditée et aussi parce que le temps a fait son œuvre. Et quand vous voyez les contrastes des couleurs, vous comprenez que Henrietta, elle doit être renouvelée souvent, de même que ces 2 planches couleurs doivent être renouvelées tous les 3 mois. Au gré du parcours, on replonge en enfance et on suit l'évolution de la bande dessinée. Parmi les auteurs français largement représentés, Calvo, auteur de King Kong et de La Bête est morte. Calvo a cela qu'il travaille un peu comme les maîtres anciens. Il n'est pas quelqu'un qui travaille avec un trait continu dans la plupart des cas. Il travaille à petits traits. Donc en fait, il fait des petites hachures ou il fait des petits traits. Et il travaille comme un graveur. Le musée fait également la part belle aux expositions temporaires qui allient souvent l'art du dessin sur papier et du dessin animé, comme avec l'exposition Rock, Pop and Whiz. Un musée au parcours riche qui nous fait découvrir ou redécouvrir le 9e art. Karl Maslow fait parler les pierres et les matériaux à travers des réalisations contemporaines, découvertes d'un joaillier pas comme les autres. Mon père était designer joaillier. J'étais très impressionné de voir comment les métaux se transformaient, donc de l'état liquide à l'état solide, et comment un métal aussi dur pouvait se mettre en forme. Du coup, ça a vraiment attisé ma curiosité jusqu'à en faire mes études. Après ses études, le bijoutier Karl Maslow rejoint l'atelier de son père pour se former avant de partir en résidence au Japon où il découvre un monde d'artisanat d'art qui le fascine. De retour en France, il décide de créer ses propres collections. De la taille de pierre en passant par la maquette en cire jusqu'au sertissage, Karl crée des bijoux précieux, uniques et au toucher particulier. Lauréat du prix Bettencourt-Scholler de l'intelligence de la main en 2021, il utilise le dessin comme support de base pour ses créations, mais aussi pour agrandir sa texturothèque. Il dessine des effets de matière ou des motifs répétés et superposés qu'il va ensuite retranscrire sur des plaques de métal. J'accorde beaucoup d'importance aux textures parce que en fait, c'est une façon pour moi de donner un côté sensoriel au bijou ou à l'objet. Ça va me permettre aussi de pouvoir voir comment elles se répondent entre elles, si peut-être une texture avec une autre peut être mixée et créer une nouvelle, peut donner naissance à une nouvelle texture. La flamme qui va m'aider à sculpter la matière. En fait, avec la chaleur, je vais pouvoir l'attirer quelque part. Et avec le petit outil là aussi que j'utilise, je vais pouvoir la guider. Lorsque Karl imagine un bijou, il effectue toujours un modèle en cire afin de pouvoir appréhender la texture et la place dans l'espace. C'est très important cette étape de maquette parce que, en fait, à travers un dessin, on ne se rend pas compte de l'harmonie que ça peut avoir sur la main. Et tout de suite, quand on vient en fait, essayer le bijou sur sa main, on va voir si les volumes sont justes ou pas. Donc c'est une phase qui est assez importante et je trouve qu'elle est beaucoup plus importante que le dessin. Des fois, je dessine même pas et je fais directement la maquette en cire. Acier damassé, brique ou lapis lazuli, le créateur façonne lui-même ses métaux et taille ses pierres. Et le fait de casser soi-même sa pierre et de la tailler,
on peut avoir de belles surprises et c'est ça que je veux mettre en valeur. L'imperfection et l'incontrabilité de cette cassure qu'on ne peut pas vraiment maîtriser et la découverte de pyrites qui en fait sont vraiment souvent très harmonieuses et qu'on doit conserver en tant que telles. En perpétuelle recherche et quête d'exploration, Karl initie régulièrement des collaborations avec d'autres artisans pour fusionner leur savoir-faire. Ça va nous pousser à aller vers des chemins auxquels on n'aurait pas pensé. Pour moi, c'est une façon d'innover dans nos métiers. En fait, on a envie d'emmener ailleurs nos pratiques. Donc la seule façon, c'est de croiser et d'hybrider des matières et des techniques. Cette envie d'hybridation, il la partage avec Maxime Bellonnet, ébéniste d'art et designer, avec qui il a déjà fait plusieurs collaborations. Le principe, expérimenter un nouveau médium et de nouveaux savoir-faire à partir d'un même matériau, ici un marbre de Carrare, et laisser chacun exprimer sa créativité. Ce qui me plaît dans son travail, c'est son regard sur la matière. Justement, on a un peu cette lecture en écho l'un avec l'autre sur le fait de mettre en avant les matériaux pour ce qu'ils sont et pas chercher justement comme Karl pourrait le faire en mettant je sais pas, des diamants ou des pierres précieuses. Lui, il va vraiment travailler des matériaux simples mais avec ses techniques d'orfèvrerie. Moi dans mon travail, je vais chercher aussi à travailler des matières assez brutes et à les laisser s'exprimer. On a un peu cette vision qu'une matière est belle quand elle est ce qu'elle est et qu'elle s'exprime d'elle-même. Matière brute au toucher particulier, commande sur mesure ou pièce unique, chaque bijou est personnel et raconte une histoire ou un souvenir. Bonjour Karl. Bonjour Catalina. Karl, le métier de joaillier, vous l'observez depuis petit, depuis l'atelier de votre père où vous avez plus ou moins grandi. Quels souvenirs vous en gardez? J'en gardais très beaux souvenirs puisque en fait on passait du temps à regarder notre père travailler. On avait droit déjà à poser toutes les questions sur les outils, sur la matière. Notre père est très passionné par son métier, donc il nous a très vite sensibilisés au travail de la main, à l'art, à l'artisanat. Et voilà, il n'hésitait pas à nous montrer comment se transformait la matière. Et moi, je garde un souvenir vraiment magique. Votre père a joué un énorme rôle dans votre carrière. Il est toujours, j'imagine, très central pour vous parce qu'en sortant de l'école Boulle, où il y avait un enseignement extrêmement classique, vous avez intégré son atelier, mais parce qu'il était malade, et vous vous êtes dit, il faut que je prenne sa place quelque part. Dès que je suis sorti de l'école Boulle, j'ai été diplômé, j'ai été, on va dire, débauché par mon ancien maître de stage qui s'appelle Jean-Christophe Fouchier, avec qui j'ai travaillé presque 2 ans. Et tout se passait bien. Et en fait, au moment où je sentais que mon père n'allait pas très bien, il nous cachait un peu ce qui se passait. Et en fait, j'ai compris vraiment que, en fait, il passait plus du temps à l'hôpital qu'à l'atelier. Donc je me suis dit, en fait, c'est le moment ou jamais d'aller apprendre et finir ma formation auprès de mon père, avant qu'il soit trop tard, bien que je n'avais pas du tout envie d'y aller, parce que en fait, je savais que ça allait être conflictuel avec mon père, parce qu'on a, je pense, 2 caractères assez électriques. Et puis c'est toujours difficile d'écouter son père plutôt qu'une autre personne, donc j'avais envie d'abord de faire mes armes ailleurs. Les armes ailleurs, vous les avez faites au Japon, notamment? J'ai été formé par mon père pendant 7 ans. Et ensuite, je suis parti, on va dire, finir ma formation au Japon, à la résidence Villa Kujuyama, à Kyoto. Vous êtes allé avec vos propres outils. Je trouve que c'est intéressant parce qu'avant d'y aller, une partie de votre projet était d'y aller avec des outils que vous aviez façonnés vous-même et qui vous permettaient de faire des bijoux tout à fait particuliers. J'ai appris la ciselure à l'école Boulle. Donc j'ai détourné ces outils de ciselure pour en faire comme des poinçons. Et en fait, c'est des barres d'acier où il y a un motif dessus que j'ai gravé et qui s'applique sur le métal, sur la terre crue, le bois, le cuir, le papier. Et c'était pour moi une façon d'aborder la texture autrement, donc par des superpositions de motifs. Et au Japon, ce que je trouvais intéressant, c'était d'aller à la rencontre d'artisans et de leur présenter ces outils et de voir comment ils se les appropriaient et comment un dialogue pouvait naître
de ces premiers échanges. Dans vos créations, il y a le bijou, mais il y a aussi l'écrin qui prend une grande place. L'écrin lui-même est presque un bijou. L'écrin, pour moi, il est un peu mortifère. On vient enfermer le bijou dans une boîte, et cette boîte, on a tendance à la laisser de côté, et c'est plus vraiment... il n'y a pas vraiment de cohérence avec le bijou. Donc j'essaye de travailler sur ce point-là et de faire en sorte que on garde aussi l'écrin et qu'on puisse aussi l'exposer et que ça ne soit pas juste voilà, une boîte qu'on abandonne. Quand on vous entend parler, Karl, on a l'impression que la joaillerie, pour vous, c'est aussi une philosophie. Ce n'est pas qu'un savoir-faire, un artisanat et une passion, mais une philosophie. En tout cas, ce métier m'a appris, on va dire, l'éloge de la lenteur. Ouais. Où en fait, j'étais très impatient et très agité quand j'étais petit. Et je trouve que ce métier, il m'a vraiment appris à canaliser mon esprit, à me poser, à prendre du temps. Et j'ai retrouvé en fait cette philosophie aussi au Japon, où en fait j'ai appris à prendre du temps et à bien faire des choses avec ce métier. Merci beaucoup, Karl. Merci à vous, Katharina. La rêverie, les souvenirs et les références construisent la mode d'Egon Lab. Le duo de créateurs nous plonge dans leur monde éclectique. De quoi les rêves sont-ils faits? Réponse avec Egon Lab qui dissèque les obsessions des jeunes générations dans un défilé qui rend hommage à leurs idoles et déplace les normes. Au programme, cultiver l'utopie dans une réalité sombre pour faire triompher l'optimisme. Et pour incarner l'imaginaire des jeunes d'aujourd'hui, quoi de plus parlant que de revenir aux références qui ont bercé leur enfance? Le défilé s'ouvre sur des écharpes rayées aux couleurs de Poudlard, l'école du célèbre sorcier Harry Potter. Son univers fantastique a fasciné des générations entières, à commencer par celle des fondateurs de la marque. Florentin Glemarek et Kevin Nompex ont grandi dans les années 2000. À l'époque, la pop culture anglo-saxonne s'invite plus que jamais dans les foyers français par le biais de la littérature jeunesse, mais aussi par celui du rock, alors en plein renouveau. On mêle les références grunge à celles du punk et du métal. Les jeans sont délavés, les kilts se portent sur des pantalons, la cravate est subversive et envoie valser les codes du vestiaire formel. Adieu l'enfance, on jette un regard nostalgique sur Bonne Nuit les Petits et on rêve désormais des gros logos et d'uniformes scolaires fabuleux où les motifs conservateurs brillent sous les projecteurs. La collection nous emmène dans une réalité déformée où la couleur explose et les vêtements s'allongent. On pense à Raf Simons, créateur de la décennie 90, élevé au rang d'icône, qui a traduit comme personne à travers le vêtement la puissance des mouvements culturels de la jeunesse. Consciente des problématiques écologiques de son temps, elle s'habille aussi en friperie, où elle pioche des vestes rétro qu'elle retaille à sa façon, et des manteaux de fourrure qu'elle porte à même la peau. Rien n'est trop provoquant, l'allure est surpuissante, la démarche conquérante, le legging de retour. En sous-texte, le défilé appelle à une forme d'évasion. Ici, le vêtement est symbole de libération, il laisse le corps libre de s'exprimer et fait danser les imprimés dans un flou artistique. Plus on avance, plus les pièces sont extrêmes, colorées, déchirées, traitées en format géant et teintes éclatantes. Nous sommes bien dans le réel, mais il est augmenté, surjoué, délavé, il bouscule toutes les certitudes. Le message, embrassons les désirs que notre inconscient nous suggère, mélangeons les couleurs, attrapons la lumière, brillons sans s'excuser pour mieux réinventer le monde.
Avec Franck Tressens, vous ne verrez plus jamais les voyages comme avant. Le Maletier donne vie à des créations astucieuses et précieuses. Le métier de maletier, c'est fabriquer, en quelque sorte, quelque chose qui peut être un contenant, qui peut être aussi une vitrine, qui peut être utile puisqu'il faut peut-être transporter les articles qui seront à l'intérieur. Ça peut aussi devenir un meuble avec les codes de la malle. C'est quelque chose qui n'a pas de limite. C'est ça qui est fantastique. Maître artisan maletier depuis 25 ans, Franck Tressens a d'abord laissé de côté cette passion créatrice qui l'habitait depuis tout petit. Il se jette à l'eau après une entrevue avec un acteur français bien chaussé qui lui a donné envie d'obtenir lui aussi une belle paire de chaussures qu'il fallait préserver dans une belle boîte. Et c'est ainsi que naissait son entreprise EFT, répertoriée Entreprise du patrimoine vivant. Et de la boîte à chaussures, on est passé au coffret, aux mallettes et aux malles. C'est pour moi le plus beau des contenants parce qu'on peut faire aussi bien un coffret pour des gâteaux, pour des bijoux, pour des montres, jusqu'à faire des malles comme on l'a fait, une malle à complications qui renferme un studio. Et donc c'est extraordinaire de pouvoir imaginer ce genre de choses, les réaliser et puis ensuite les transmettre à des clients qui vont leur donner leur propre vie. Mais avant de donner vie à ces contenants, Franck pose toutes ses idées sur papier. Tout commence par une idée. Tout commence par l'idée qu'on peut avoir ou qu'un client peut nous soumettre, un besoin, une envie. Et ensuite, il faut le mettre en perspective. Donc c'est surtout par le biais du dessin. Moi, je trouve ça très amusant, quoi. Je me retrouve un petit peu comme lorsque j'étais à l'école, avec mes crayons de couleur. Essayer de ne pas dépasser. Une fois le dessin validé, il doit préparer chaque pièce qui constitue la structure de ses coffres ou ses malles. Quelle que soit la taille de sa création, l'étape de la découpe de bois est importante, car chaque pièce devra parfaitement s'emboîter comme un puzzle. Une fois chaque morceau en bois découpé, l'artisan doit faire la même chose avec le cuir. Et parfois, il a besoin de le désépaissir grâce à cette machine. Il y a différentes contraintes avec lesquelles il faut composer parce qu'on met en présence du cuir qui va être collé sur du bois. Mais ce cuir, pour bien épouser la forme, doit être très très fin, donc il est fragile. Et comme il est fragile, à partir du moment où il est collé, et si vous voulez le repositionner, il risque de se déchirer. Donc il faut quand même rester concentré. Il y a quelquefois des échecs et on est obligé de refaire la pièce. Franck fonctionne à la commande et travaille avec des matières vivantes. Alors, chaque pièce est unique. Le cuir étant une grande peau, il y a des parties de cette peau qui sont toutes différentes et jamais on obtiendra le même résultat. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est, tu vois, il est vraiment naturel. Là, on trouve les veines. On peut trouver aussi des piqûres d'insectes et des petites blessures occasionnées par les barbelés. Chaque pièce demande de nombreuses heures de travail et Franck, qui aime bien les challenges, a inventé un type de malle dit à complication, c'est-à-dire un contenant qui va au-delà de sa simple fonction de rangement ou de transport. Comme avec cette malle qui sert à ranger des bouteilles de vin, mais pas seulement. Alors vous allez me dire, c'est une façon de ranger des bouteilles de vin, certes. Mais on essaye quand même d'apporter une différence, c'est que ce rangement devient aussi l'occasion de présenter, de mettre en évidence. Et la complication se poursuit de cette façon, puisque vous avez un tasse-vin, hop, qui est aimanté. Voilà. Et quand c'est terminé, voilà. Là, on est vraiment dans le concept du contenant qui a une fonction par le biais d'une cinématique qui permet à différentes pièces de se mettre en œuvre pour répondre aux besoins. Coffret à montre, malle à chaussures ou de transport, malle studio ou hi-fi, Franck Tressens pousse son savoir-faire à l'extrême et fait perdurer un artisanat aujourd'hui devenu rare. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!